J'étais assis au fond de la pièce, relativement dans l'ombre. S'il vous plaît. Je me nomme Werner von Ebrenack. Jean-Pierre Melville, c'est le samouraï, c'est le cercle rouge, c'est le doulos, c'est tout le deuxième souffle. Tout le monde sait qui il est devenu la référence absolue en matière de cinéma policier. Mais il n'a pas fait tout de suite des films noirs et il n'en a pas fait non plus sans discontinuer jusqu'au bout à partir du premier. Il ne faut pas oublier non plus la ligne de sa filmographie qui correspond aux films liés à la Seconde Guerre mondiale. Donc le tout premier, son premier long métrage, Le silence de la mer, en fait partie. Ça correspond à des soucis qu'il a toujours eus. C'est important. C'est important, il y a une constante dans ces films. C'est-à-dire cette référence à sa jeunesse, à l'histoire. Je veux dire, c'est l'occupation, c'est, je veux dire, comme il dit très juste, alors ça j'ai appris mais je ne savais pas. Vous connaissez cette phrase qui est en exergue de l'Armée des Ombres. Mauvais souvenirs, soyez les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine. Et donc c'est une phrase magnifique, elle est de Courteline. Mais cette phrase est très, très révélatrice et très formidable. Je veux dire, c'est-à-dire, c'est un homme qui a vécu intensément la période de la drôle de guerre et de l'occupation. Jean-Pierre parlait de la résistance, il lui arrivait de parler qu'il avait été à Londres, il parlait qu'il avait été dans l'armée, et ça s'est confirmé. Il est arrivé avec un corps militaire français par l'Italie, donc il a fait une partie de campagne de Patton, et c'est comme ça qu'il est revenu en France. Mais il ne le mentionnait jamais dans le genre ancien combattant, pour célébrer ses exploits. Pas un mot, au point même que nous en doutions si ça avait été vrai. Eh ben non, il a vraiment fait ce service, il a vraiment fait cette campagne. Aujourd'hui, on a son livret militaire. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il a choisi Le silence de la mer. Le silence de la mer, c'est un livre qui a été écrit dans la clandestinité par Jean Brûlé, alias Vercors, hein, qui était vraiment un résistant. Le livre a été publié en 1942, donc en pleine guerre. Melville avait lu, non pas en français, mais en anglais, la traduction anglaise clandestine qui a été faite très rapidement, en 1943, quand il était à Londres. Et il a décidé que ça serait son premier long métrage immédiatement. Moi, je sais qu'il avait demandé les droits à Vercors. Et Vercors dit non, je n'ai pas fait le livre pour être adapté au cinéma, c'est un truc de résistance, ça fait partie de mon combat. Donc Vercors refusé. Et l'astuce de Melville, qui était un coup de poker absolument stupéfiant, a consisté à lui dire, écoutez, bon, vous refusez de m'accorder les droits d'adaptation. Pour l'instant, je n'en veux pas. Je vais faire le film pour mon plaisir personnel. Je le fais avec mon argent. Une fois réalisé, si vous voulez bien, je vais vous le soumettre et je vais le soumettre à un comité de 24 résistants que vous aurez choisi personnellement. Et si parmi les 24 personnes, sans vous compter, il y a une seule personne qui n'est pas d'accord avec le film, je brûle le négatif en votre présence. Ce qui est une histoire typiquement melvillienne, c'est-à-dire qui témoigne aussi de l'extravagance et de la truculence et du goût du risque qu'avait ce personnage absolument exceptionnel. En ce sens, Melville était un joueur, on pourrait dire Jean-Pierre le flambeur, dans le sens qu'il savait que jamais il n'arriverait à faire un film s'il s'insérait normalement dans l'industrie française.
Il fallait qu'il fasse un film comme on fait un coup, comme un casse. Il allait à l'Esbrouf, mais il était... il y a quelque chose, il était sûr de son coup. Et quand on a ça, c'est une grande force. Il ne se demandait pas, mais est-ce que je vais savoir comment on fait un film? Non, il affrontait, il faisait le film en disant « je sais comment on fait parce que j'ai vu des films et je ne suis pas bête et je ferai comme ça ». Dans les conditions du syndical et puis dans les conditions du système de production et de distribution de l'époque, il ne pouvait absolument pas débuter dans la mesure où il fallait justifier d'une expérience professionnelle pour avoir une carte d'assistant stagiaire à la réalisation et vice-versa, il fallait une carte d'assistant stagiaire pour avoir une expérience professionnelle. Donc sa solution a été de se mettre complètement en marge de la production en fait, et du système syndical en espérant pouvoir achever un long métrage qui fasse un coup d'éclat et qui oblige la profession à le reconnaître. Melville, il s'est comporté comme un personnage d'un film américain. Ce que fait la grandeur du cinéma américain. C'est-à-dire une détermination sans compromis. Depuis qu'il était môme, il voulait réaliser des films. Non pas jouer dans des films, non, réaliser, créer. Donc, il a tenu jusqu'au bout, il n'a jamais changé d'un iota son parcours. Il a fait la guerre, il a fait comme résistant et tout ça, mais quand il a décidé que c'était ça le film qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à endosser son costume de résistant. Il a tourné le film clandestinement, c'est-à-dire sans l'autorisation de Vercors, sans l'autorisation du CNC, sans carte de truc, sans aucun avantage. Il y avait des réductions pour l'achat des pellicules et tout. Lui, il n'était pas un professionnel, il ne pouvait pas l'avoir. Alors c'est un marginal par excellence, mais tout repose, comme toujours dans la vie, sur les personnalités, sur le caractère. Donc, je ne sais pas d'où ça lui vient, comment il a forgé cette nature, mais il développe très vite un goût farouche, féroce, parfois même, à mon avis, insupportable, pour la liberté. Je veux pouvoir choisir. Je ne veux pas qu'on m'impose, je ne veux ni le pouvoir de l'argent, des producteurs, des distributeurs, même si plus tard il sera bien obligé de faire appel à eux, mais je suis l'auteur. D'une certaine façon, on vous l'a sans doute dit, c'est un pionnier de la nouvelle vague. Il a inventé une matière de tournée, en particulier Le silence de la mer, qui correspond à ce que quelques années plus tard, les gamins de la nouvelle vague, qui d'ailleurs lui à la fois le détestaient, le craignaient, mais l'idolâtraient, ont mis en place. Vers la fin des années 50, quand Truffaut, Godard et Chabrol ont essayé de faire un cinéma simple et direct, eh bien, il y avait un ancêtre, un seul, comme film, le film modèle, Le silence de la mer, de la façon dont on peut faire. On était 6, on partait le matin dans une camionnette avec des pneus énigmés, enfin bon. Il n'y avait pas de... Il n'y avait personne. Il y avait un caméraman, cet homme prodigieux qui était Henri Decas. Il y avait un assistant. Il n'y avait pas de maquilleur, pas de coiffeur, il n'y avait pas de... C'était vraiment... Et Jean-Pierre Melville, bien sûr. Il a tourné le film en 27 jours, mais pas des jours qui suivaient, 27 jours, jour par jour, sur quelques mois. C'est-à-dire qu'il tournait, il avait des plans pour un jour. C'est-à-dire que de quoi payer les acteurs, les 2 techniciens qu'il avait, c'est le chef opérateur et le son, le preneur de son, et le bus pour amener l'équipe. Il tournait une journée, il revenait, il ramassait, essayait de trouver de l'argent, de ramasser de l'argent pour faire un deuxième jour. Et c'est comme ça pendant 27 jours. 27 jours de tournage qui ne se suivent pas. Donc ça s'est réparti sur 1 année et demie en raison des difficultés matérielles et des difficultés techniques. Au point de vue du climat, au point de vue de tout, ça a été de l'équilibrisme pour que ça ait l'air d'être dans une continuité.
qui était complètement fausse, quoi. Il en était très fier parce que, surtout au moment où je l'ai connu, c'était la préparation de Léon Morin prêtre, donc on retournait à la même époque, encore un homme, une femme, je veux dire avec la même tension intime et quand même le même arrière-plan politique, et il se référait tout le temps comment il avait fait pour le silence de la mer. Ça commence d'abord par les moyens pratiques, c'est-à-dire on peut tourner avec rien. Il prenait des bouts de pellicules où il pouvait trouver peut-être quelqu'une qu'il pouvait obtenir par-ci, par relation, tout comme ça. Donc il y avait 19 pellicules différentes. Les fins de bobine de tournage normal, quand le travail est fini, il reste une chute de 20, de 30, de 40 mètres. Et c'est sur ces chutes-là qu'ils ont récupéré, qui ne vaut rien, que normalement les assistants opérateurs revendent comme ça, pour prendre des photos en général, pour le mettre dans un Leica. Alors, ces petits bouts de film, donc de 30, 40 secondes parfois de longueur, certainement pas plus d'une minute, il les utilisait pour tourner Le silence de la mer. Sur tous ces petits bouts, donc il savait d'avance, alors là, ça va être un plan un peu plus long, on prend une chute un peu plus longue. Absolument impensable, hein. Je veux dire, ça c'est pas artisanal, c'est le minimalisme absolu et pur, mais qui vous oblige évidemment, dès la prise de vue et de la mise en scène, de tout à fait vous concentrer sur cet endroit-là. Alors voilà, on a juste assez pour enregistrer cette phrase-là. Eh bien, 20 ans après encore, Jean-Pierre faisait comme ça, il y avait un dialogue en chant contre chant, il savait, alors là, j'ai juste besoin de lui qu'il dise « d'accord ». Alors, Belmondo ou Emmanuel Riva surtout, c'est quand même des acteurs, j'ai besoin de jouer toute la scène avant d'arriver à ce mot que je dis d'accord, je ne sais pas comment je vais dire d'accord, donc je ne sais pas comment la scène a évolué jusqu'à ce moment-là. Et Jean-Pierre dit, écoute mon coco, c'est comme ça, hein, on fait le clap, tu dis d'accord, tu peux dire 3 fois d'accord, j'en prendrai un. Mais il n'y aura pas la phrase avant ni après. Alors, c'était ahurissant à voir pour nous assistants qui croyons qu'il fallait vraiment toujours que l'acteur soit dans le jeu, soit dans le flux de l'action et finalement il trouve une expression. Et bien ça vient, ce système de tournage qu'il avait perfectionné venait du fait qu'il avait tous ces petits bouts de pellicule seulement pour tourner Le silence de la mer. À l'intérieur d'un film où il y avait pour l'époque des gros moyens, d'un seul coup, on faisait des plans avec des bouts de chandelle. Moi, je trouvais ça formidable parce que d'un seul coup, il était très fier de connaître tous ces trucs. Le goût du bricolage et le goût du truc, du petit truc. Du petit truc qu'on apprend quand on fait nos premiers documentaires, nos premiers tournages, je veux dire... Chartres, avec le canon qui est aux Invalides. Moi, je trouve ça magnifique qu'il fasse le fondu dans le ciel, entre 2 nuages. Hein? C'est ça. Combien de choses ont été possibles à cause des manques des moyens. Il y a un côté artisan. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est voulu. Hein? Le cinéma, pour lui, était resté ça. C'était le cinéma des grands pionniers, quoi. Sur Léon Morin prêtre, quand nous sommes partis près de Grenoble pour tourner quelques plans d'extérieur, c'était comme au temps du silence de la mer, il y avait la caméra dans le coffre de la voiture de Melville. C'est Melville qui conduisait, c'était Henri Decas, moi et l'actrice qui était assise dans la voiture. Et on déballait, on mettait sur un trépied, c'était tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas même un réflecteur, pas une lampe, rien. Il travaillait chez Jean Mineur,
des cas, travaillait sur jeunes mineurs, et comme lui, il cherchait vraiment quelqu'un, un collaborateur avec qui il pouvait sur qui il pouvait s'appuyer. Le cas s'entraînait à devenir directeur de photo, et c'est lui qui organisait ces chutes de films, et lui et Jean-Pierre s'étaient connus, et se sont entendus, et ils ont dit on va faire ça ensemble. Comme ça, on ne saura rien, ni l'un ni l'autre. Ils ont commencé à travailler ensemble. Le premier jour, c'était bien ce qu'il dit. Le deuxième jour, c'était merveilleux. Et après, ça a été une collaboration qui a duré longtemps, de longues années. Il était disponible pour travailler dans des conditions où les bons opérateurs français de l'époque n'étaient pas disponibles pour travailler. C'est-à-dire des choses très très simples qui peuvent paraître... Je veux dire, par exemple, moi je me demandais tout le temps pourquoi dans les films, quand la lumière est naturelle, quand la lumière disponible était bonne, pourquoi il fallait tout refaire, hein. Bateauca ne le refaisait pas. Mais il a été un des premiers, si vous voulez, à introduire, mais pour des raisons économiques, parce que quand vous n'avez pas de matériel, quand vous travaillez avec 3 francs 6 sous, quand vous travaillez avec des bouts de chandelle, toutes les chandelles sont bonnes. Et donc, moi, c'est ça qui m'avait impressionné. Il était tellement habitué à travailler sans moyens que même quand il avait les moyens, il créait une photo, il faisait une photo d'une grande simplicité, d'un grand naturalisme. Et à l'époque, il était pratiquement le seul à faire une lumière naturaliste. Mais quand même, Jean-Pierre déjà savait tout par les films. Il avait aussi, pendant son séjour en Angleterre, à Londres, je suppose, vu beaucoup de films américains qu'on ne pouvait pas voir en France à l'époque. Donc, il avait une vision extrêmement claire et nette de ce qu'il voulait et du style de photo qu'il voulait, et qui était justement l'opposé du style léché avec des éclairages extrêmement sophistiqués de la soi-disant qualité française de l'époque. Je suis sûr que c'est lui qui a imposé ce style à Henri Deca, et Henri Deca est celui qui a eu le courage de dire d'accord, alors on le fait comme ça. Il fait partie des cinéastes que j'ai rencontrés et qui me laissent les meilleurs souvenirs. C'est des gens pour qui le cinéma est vital. Alors ça a l'air de rien, mais si on parle d'un homme comme Melville, du cinéaste Melville, le cinéma pour lui c'était vital. Et ces grands modèles, ils étaient américains, comme Wyler, comme Robert Wise, comme tout ça. J'y connaissais tous leurs films par cœur, hein. Il était un des premiers à avoir découvert Orson Welles. Citizen Kane, ça a été le film qu'il a dû voir 30 fois. Et s'est beaucoup inspiré de certains gros plans, surtout, de Citizen Kane. Dans le silence, je parle du silence. Je pense que Citizen Kane, c'était le film clé. Et bien sûr, Chaplin était le dieu, donc hors classement. À part Chaplin, donc, il y avait le trio Capra, Stevens et Wheeler. Surtout Wheeler. Rarement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait le cinéma dans le sang, comme lui. Et comme disait un ami cinéaste américain, il y a de la pellicule dans le sang, et je dis, j'espère que ce ne soit pas de nitrate. Il y a eu un moment merveilleux pour l'équipe, pour nous. Et là, on s'est rendu compte qu'on peut-être on faisait un grand film. Nous étions donc à Joinville et on a côtoyé, on a pu voir une séquence du port fantastique, le port d'Anvers qui a été reconstitué. C'était Dédé d'Anvers, avec Simone Signoret en plus. Et c'était étonnant de voir notre camionnette, on était 5, 6, et de voir le cinéma dans tout ça. C'était Hollywood pour nous. C'était Hollywood, d'ailleurs, le Hollywood français. Et ça, c'était très impressionnant. Et on se dit, on fait autre chose. Et ça va être peut-être nouveau, ou foutu, ou on ne le saura jamais. Vous voyez, donc on était dans cette incertitude, mais qui était très chaleureuse, qui était plutôt optimiste, en fait.
les débuts de Jean-Pierre. Il va chercher des adaptations de livres qui ne sont pas forcément évidents dans le cinéma très plan-plan et très traditionnel de l'époque. Il faut bien voir qu'adapter Le silence de la mer, et même ensuite Le Cocteau, L'enfant terrible, c'est une audace. D'un accord tacite, nous avions décidé, ma nièce et moi, de ne rien changer à notre vie, fût-ce le moindre détail. Comme si l'officier n'existait pas, comme s'il eût été un fantôme. Pendant longtemps, plus d'un mois, la même scène se répéta chaque jour. L'officier frappait et entrait. Il prononçait quelques mots sur le temps, la température, ou quelque autre sujet de même importance, leur commune propriété tant qu'il ne supposait pas de réponse. Un long métrage où un seul personnage parle les 3/4 du temps, tandis que les 2 autres protagonistes restent muets, c'était proprement inconcevable, en fait, cinématographiquement parlant pour l'époque. Je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît. Melville avait envie justement de débuter en faisant un long métrage anti-cinématographique. Alors pourquoi il le considérait comme anti-cinématographique? Parce que ce qui est décisif sur le plan de l'intrigue relève presque exclusivement des événements intérieurs, en fait, des événements psychologiques. C'est comme une sorte d'enfermement. Et c'est très important, l'enfermement. C'est-à-dire, il faut vraiment totalement s'intérioriser et s'enfermer pour être dans ce silence, si je peux ainsi dire. C'est-à-dire, c'est la résistance, c'est ça. Et Lucie Aubrac, qui a vu Le silence de la mer, a dit pour elle, avec La bataille de Rail, que c'était le meilleur film sur la résistance. Et là, la nièce, elle résiste à l'amour, et en résistant à l'amour, elle devient résistante. C'est ça qui était beau dans ce personnage. Mais c'est la dernière. Nous ne nous battrons plus. Nous nous marierons. Oui, oui. Beaucoup de choses qui sont très implicites dans le livre et à peine esquissées, par exemple, et surtout l'histoire d'amour entre l'officier allemand et la jeune Française, qui est une histoire d'amour dans le livre très symbolique, très épurée. Vercors décrit la façon dont Ebrenac regarde la jeune fille comme la façon dont il regarderait une belle statue. Autrement dit, il s'agirait d'une sorte d'admiration chaste, d'une émotion qui est totalement éthérée, qui est beaucoup plus morale qu'érotique et que charnelle. Chez Melville, il ne s'agit absolument pas de ça. Il y a un rapport, une attitude de séduction potentielle dès le début, dès le moment où Ebrenac commence à développer son discours sur la France et l'Allemagne et le mariage éventuel de la France et de l'Allemagne. C'est un grand jour pour moi. Le plus grand jour en attendant un autre que j'espère avec toute mon âme. Et qui sera encore un plus grand jour. Je saurai l'attendre. Des années s'il le faut. Mon cœur a beaucoup de patience. Ah, mais Melville me disait toujours que s'il avait refait le film aujourd'hui, ils auraient couché ensemble, les deux, et après l'un aurait tué l'autre. Lequel, je ne sais pas. Ça aurait été beaucoup plus violent, s'il avait tourné plus tard. Par ailleurs, leur silence même fait qu'ils se prêtent à cette tentative de séduction de mieux en mieux, dans la mesure où, quand on ne proteste pas, vous savez, ça, au bout d'un certain laps de temps, ça devient qui ne dit pas non, consent. C'est de cet ordre-là. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant et qui est vraiment melvillien. La stratégie de séduction, qui est comparable à celle de Léon Morin aussi par rapport à ses ouailles dans Léon Morin prêtre, c'est quelque chose que Melville a exploité aussi dans Le Doulos. À savoir, un homme qui développe un discours séducteur et qui le développe de façon subtile mais de plus en plus insistante. Et puis en face de lui, une femme qui est beaucoup plus, d'une certaine manière, beaucoup plus naïve, même quand elle est prévenue contre lui.
et qui se retrouve incapable de réagir comme elle le voudrait, c'est-à-dire de repousser la tentative de séduction et qui se retrouve en fait de mieux en mieux séduite. Et c'est ce mécanisme psychologique-là qui est très melvillien et qui implique des nuances psychologiques totalement implicites, rendues uniquement par les attitudes et par le jeu des acteurs, donc très moderne, très raffiné, très comportementaliste. Ce mécanisme-là, il commence à se développer, Melville commence à le mettre en scène dans Le silence de la mer, et c'est très intéressant de constater qu'il maîtrisait déjà cela dès son début de metteur en scène de fiction. J'éprouve une grande estime pour les personnes qui aiment leur patrie. Le refus de collaborer ou le refus d'accepter l'occupant est d'autant plus fort que l'occupant est sympathique. C'est un petit peu comme quand Fritz Lang est arrivé en Amérique, il a fait un film sur un lynchage où un homme était accusé, je crois, d'avoir violé une femme ou quelque chose. Et il s'avère, en cours de film, c'était quand même un film de Hollywood, qu'il était innocent. C'était pas lui le malfaiteur. Et Fritz Lang disait, mais un vrai film sur le lynchage n'aurait été intéressant que s'il avait été le malfaiteur, s'il avait violé la femme ou tué l'enfant ou je ne sais plus quel était l'acte, parce que ce n'est toujours pas une raison pour lyncher un être humain. Eh bien, un petit peu comme ça avec Le silence de la mer, l'Allemand, quelque officier impeccable que ça soit, Je vous souhaite une bonne nuit. sympathique ou pas, ce n'est toujours pas une raison de l'accepter comme occupant notre maison. Ah, ça, c'est ça vraiment la vraie force et pourquoi le film est non pas anti-allemand, évidemment, il est très possible que ce soit des gens corrects, les Allemands, mais nous ne nous acceptons pas sur le sol français en tant qu'occupants. Il y a les valeurs fondamentales, c'est-à-dire il y a ceux qui trahissent, il y a ceux qui ne trahissent pas, il y a ceux qui tendent la main à l'adversaire, ceux qui ne le font pas. Donc il a son code éthique qu'il a plus ou moins déjà, même s'il l'emprunte à Vercors, c'est le sien, appliqué à ce premier film. C'est peut-être inhumain de lui refuser le bol d'un seul mot. Je me sentis presque un peu rougir. L'une des choses les plus intéressantes quand on lit le livre et qu'on le compare à l'adaptation, c'est de se rendre compte que d'une part, Melville modifiait la fin. Il fallait avoir guetté ce mot pour l'entendre. Mais enfin, je l'entendis. Fonebrenac aussi l'entendit. Ma nièce m'avait préparé le déjeuner comme chaque jour. Dans la fin du roman d'origine, l'officier dont Werner Fonebrenac s'en va vers le front de l'Est où, bien entendu, il va se faire tuer. Et il s'en va sans revoir l'oncle et la nièce, donc sans pouvoir leur dire adieu et sans que les gens qui se sont progressivement attachés à lui, chacun à sa façon, aient la possibilité de lui signifier une certaine forme de regret. Dans le film de Melville, il y a une dernière entrevue. Elle est décisive, c'est-à-dire le sens final du film provient précisément de ce qui se passe pendant leur dernière entrevue. En fait, la différence, c'est que chez Vercors, il s'agit de savoir dans quelle mesure on est autorisé à communiquer avec l'ennemi et dans quelle mesure on peut se sentir proche même de l'ennemi. Dans le film de Melville, il s'agit de savoir dans quelle mesure l'être humain est écrasé par les circonstances historiques, sociales, politiques et autres, et dans quelle mesure notre capacité de nous rapprocher d'un autre être humain, de l'apprécier, de l'aimer, de le comprendre, est fatalement contrariée en fait par la société, par l'histoire, par la politique, par toutes les contingences qui nous dépassent très largement. Et cette façon de tirer l'histoire vers le métaphysique, elle est typique de Melville. Et là aussi, Le silence de la mer est vraiment significatif de ce que Melville va faire par la suite. Mais le destin, c'est
c'est une des thématiques de Melville. Hein. Le destin, c'est dire, dès la première image, normalement, ces personnages sont déjà morts. La subtilité des rapports des hommes entre eux, c'est ce qu'il cherche chez le comédien, c'est ce qu'il essaie d'obtenir. Mais je crois que beaucoup, si on veut bien réfléchir à ces films, il leur donne, il leur imprime et il obtient d'eux la notion de solitude. Ce sont des êtres solitaires. Le doulos, Belmondo, il est seul. Le deuxième souffle, Cillian, Ventura 2 fois de suite, ce sont des êtres solitaires et détachés, à qui il manque quelque chose, bien évidemment. Mais ce qui me frappe, moi, avec le recul, quand on réfléchit, c'est, même si le casting est très nombreux, en particulier dans l'armée et dans le Cercle Rouge, il y a du monde, hein, et il y a beaucoup de monde, il n'y a pas grand-chose qui les lie, autre que leur solitude. C'est une forêt d'arbres seuls, qui ne se ressemblent pas vraiment. Donc, ça traduit sans doute sa vision de la vie. Ça traduit sans doute ses manques ou ce qui a pu lui arriver, parce que je pense que les années de guerre sont incroyablement importantes, d'autant plus qu'il n'en a jamais parlé. Avec Jean-Pierre, on ne faisait pas étalage d'intentions, de bonnes ou mauvaises intentions ou de sentiments. C'était avait un rapport plus direct. Il croyait dans ce qu'on ne dit pas. Et ben, c'est pour ça que Le silence de la mer, ben, c'est le film incarné melvillien, comme seulement Le Samouraï plus tard. C'est des films où on ne parle pas. Dans le silence, on rentre je veux dire, on participe à la narration. Le spectateur, il travaille, son cerveau travaille. Mais dans tous les films de Melville, il y a une qualité de silence magnifique, magnifique, et rare. Non, mais là, vous m'avez embarqué sur quelque chose qui est tellement important, tellement important. La notion du temps chez Melville est fascinante. Hein. C'est là où il demeure un grand metteur en scène. Après tout, les films et les cinéastes vieillissent. Hein. Et il est très rare que sur, je sais pas moi, 40-50 ans, on puisse conserver sur un grand nombre de films qui avaient eu du succès le même intérêt, parce que la rythmique a changé, les vêtements ont changé, la seule manière de parler, la rapidité d'élocution dans certaines comédies américaines, tout a changé. Ce qui demeure chez les grands, et en particulier chez Jean-Pierre, c'est la maîtrise du temps. Hitchcock ne maîtrise pas le même temps que John Ford ou Fellini, mais ils ont chacun une construction interne. Et Melville a très tôt développé cela en utilisant en particulier justement le silence, en réduisant les dialogues et en jouant sur le regard, sur le comportement. C'est quand même un cinéaste du comportement, c'est un cinéaste behavioriste. Mais surtout, il y a aussi le passage du temps, c'est-à-dire que des plans qu'on appellerait longs aujourd'hui, des séquences qu'on appellerait longues aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a une capacité, une volonté beaucoup plus rythmée, resserrée, densifiée, multipliée. Le montage a totalement changé. Rien de tout cela. Mais c'est ça qui le rend, à mon avis, durable et qui lui fait passer les générations et les décennies. C'est que on voit le temps au travail, dans le silence, en impliquant le spectateur. Pourquoi ? Parce qu'il ne montre jamais, ou très rarement, quelque chose d'inintéressant. Hitchcock disait, vous voulez montrer quelque chose, mettez-le au milieu de l'écran. C'est une phrase géniale d'Hitchcock. Ben, Jean-Pierre, il met au milieu de l'écran un fusil, une rose, un train, une bagnole, un chapeau, un visage, des yeux. Même si aussi il recule, parce qu'il ne s'est pas un obsédé du gros plan,
qui fascine. Et pourquoi ça fascine? Parce qu'il sait le filmer autrement. Et tout était exprimé, non pas parce que les acteurs n'avaient pas le droit de jouer non plus. Il ne faut pas qu'ils expriment ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. C'est la situation qui crée l'expression. J'imagine bien quand je vois certains plans de Howard Vernon qui entre la maison, qui traverse la pièce et qui dit « je vous souhaite une bonne nuit », et la réaction sur Nicole Stéphane qui le regarde passer, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de travail de motivation psychologique, mais c'est strictement, comme on dirait, du behaviorisme, d'après le comportement. C'est la situation des personnages dans la pièce, la porte par laquelle il entre, le bureau où Jean-Marie Robin est assis, l'encadrure de la fenêtre où Nicole Stéphane se tient. C'est cette situation-là, et il n'y a qu'à y être. Et lui, il la découpe en quelques plans, et ça y est. Il ne fait pas exprimer, on ne voit pas l'acteur au travail. Hein, on ne voit pas le gros plan où un acteur exprime ce qui doit être le sens de la scène. Non, on voit l'acteur qui est là, il vit la scène. Ça, on le sentait dans tout le côté un peu hiérarchique avec lequel il dirigeait les acteurs, lui-même toujours assis en arrière de la caméra, dans un fauteuil, avec le manteau, col relevé, le chapeau dessus, très droit comme ça. Il créait cette atmosphère de très haute concentration, mais d'aucun étalage de sentiments. Il avait horreur de l'étalage de toute émotion que ce soit. Et c'est ça qui donne, je trouve, la dignité au film. Une fois le film réalisé donc avec des bouts de ficelle et monté dans une chambre d'hôtel par Melville et par Henri Decaze sur la couverture du lit de Melville. Ils voyaient comme ça, image par image, comme ça. Et ils avaient un appareil que, dès le moment que ça arrêtait, ils brûlaient une image. Donc il fallait qu'ils mettent un truc blanc pour dire que cette image qui était brûlée comptait. Qu'il fallait dans le tirage qu'elle soit tirée quand même. Ce n'était pas une image coupée. Et tout a été fait comme ça. C'était vraiment je ne sais pas comment... Je ne connais pas un autre film qui a été tourné comme ça. Bref, c'était des conditions de travail absolument rocambolesques. Une fois le film réalisé et monté, Melville a organisé une projection privée pour Vercors et pour ce comité de résistants. Et cette projection était censée être strictement privée, c'est-à-dire réservée aux membres du jury à Vercors et à Melville. Il a nommé Georges Clavel, qui n'était pas encore connu comme un grand organisateur d'événements, mais qui avait déjà toutes les qualités pour. Que Melville connaissait très bien et qui était censé faire le service de presse du film. Et Craven a convoqué tout ce qu'il y avait de personnalités à Paris, au niveau de la presse. Il y avait Cocteau, Mauriac, tout. Il y avait une très belle salle. Hein? Et Vercors était furieux. Et Melville dit qu'il n'était pour rien. Il a installé un rapport de force dans la mesure, il y avait une forme de chantage assez subtil et je pense très melvillien d'une certaine manière, qui consistait à demander aux membres du jury de résistants, au fond, seriez-vous partant pour me faire détruire un film que j'ai mis 1 an et demi à tourner et que j'ai tourné tout de même par pure passion? Vous voyez ? Et il y a fort à parier, tout de même on pouvait être pratiquement sûr d'avance que les gens n'auraient pas eu le cœur de lui faire brûler le négatif. Et il y a eu quelqu'un qui n'est pas venu, je ne sais pas qui, et alors on a demandé à quelqu'un d'autre pour remplacer cet absent, et cette personne a vu le film, il a voté contre, en disant à Vercors, hein, je ne suis pas le 4e qu'on invite à la dernière heure pour une partie de poker. Et Vercors a dit, il a été très bien, il a dit, je ne tiendrai pas compte de votre vote. Et cette personne, c'était Pierre Brisson, qui était le directeur de Figaro, je crois, à l'époque.
Et c'est comme ça que Le silence de la mer a eu l'autorisation a posteriori de Vercan. Il est très intéressant d'essayer de définir si un premier film annonce les autres. Ça, c'est une... Truffaut disait « Toute l'œuvre d'un cinéaste se retrouve dans la première bobine de son premier film ». Comme toutes les définitions, elle vaut ce qu'elle vaut. Il ne faut jamais trop s'arrêter à ces vérités évidentes. Dans Le silence de la mer, c'est drôle parce que chaque fois que je le vois, il prend plus de valeur pour moi. C'est-à-dire, c'est un film que j'étais pas très chaud, je n'aurais pas fait un livre avec Melville, c'est son cinéma rassemblé au silence de la mer. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a déjà dans Le silence de la mer une chose qui a marqué toute son œuvre, la rigueur. C'est vraiment, il y a rien. Il y aurait des choses peut-être à changer à cause des moyens, parce qu'il n'avait pas de moyens. Donc peut-être ça, oui, il aurait eu plus de moyens, il aurait fait un peu plus, mais je pense qu'il y aurait eu la même rigueur, le même refus de tout compromis ou de toute facilité. Ça, c'est très important. Il dit un jour, alors on passe devant je crois le Gaumont Palace, et il dit, mais tu sais, quand il y avait la queue, tu peux pas imaginer, comme les gens venaient pour voir ce film qui n'avait rien coûté et qui encaissait donc des millions. Et il y avait un de ces acteurs un peu truands, comme il en avait pour Bob le Flambeur et d'autres, qui lui disait, ah ben dis donc, Jean-Pierre, t'as vu la queue, tu les as bien eus. Comme s'il avait fait le film pour gagner de l'argent. Et ça le faisait rire. Il racontait toujours cet épisode, comme l'autre lui disait, eh ben dis donc Jean-Pierre, tu les as bien eus. Quand parfois il laissait ce silence envahir la pièce et la saturer jusqu'au fond des angles comme un gaz pesant et irrespirable, il semblait bien être celui de nous trois qui s'y trouvait le plus à l'aise. Alors, il regardait ma nièce avec cette expression d'approbation à la fois souriante et grave qui avait été la sienne dès le premier jour.